Aujourd'hui, c'est vraiment la canicule. Il fait vraiment chaud. Et en plus, ça va être pire. Et en plus, je vais avoir mes règles. C'est le moment de parler de Carrie. Exceptionnellement, j'avais oublié le livre, mais pourtant je viens de le finir. Carrie, c'est ce roman de Stephen King. Alors si j'ai bien compris, c'est son 5e roman, le premier édité et où je suis pas sûre d'avoir compris. Premier best-seller. Évidemment, moi je l'ai. Alors c'est 74 aux États-Unis. Je sais pas quand est-ce qu'il a été traduit en français, mais probablement assez tôt. Ah ben moi je l'ai acheté neuf, hein, là. Bah, c'est vrai que dans les poches, l'obsolescence programmée du poche. Bon là, moi je suis sur un dépôt légal 21. Pour Tabby qui m'a attiré dans cet univers et m'en a fait sortir, Tabby c'est Tabitha King, son épouse, 74, 76 pour la traduction française, c'est-à-dire en même temps que le film de Brian De Palma. J'avais vu le film, ça n'a rien à voir avec le film, et c'est traduit de l'anglais États-Unis par Henri Robillot. J'ai vu une faute, un proche pour Porsche, vraiment, et j'ai eu quelques doutes à 2-3 trucs, mais globalement c'était pas mal. Enfin, voilà, je le lirai jamais en anglais, moi, c'est pas le projet. Alors, comment ça se passe Carrie, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi ça m'intéresse? Bon, déjà, ça m'intéresse parce que c'est l'été. En plus, ça se passe en fin d'année. C'est un roman sur la période, les périodes et la fin d'une période. On est en plein dedans. Mais, en fait, allez hop. Ce qui est vraiment... Je suis vraiment en tenue de canicule. Hein. Ce qui m'intéresse vraiment beaucoup avec Carrie, c'est de chercher comment un homme peut écrire la féminité et un homme j'allais dire auxiliarisé, absolument pas auxiliarisé, mais secondé par une femme, donc en l'occurrence sa femme, Tabitha King, ou Tabitha. C'est Guillaume Singal qui me dira ça quand il aura le temps. Salut Guillaume. Et c'est pas tellement la question de l'adaptation qui va m'intéresser parce que j'ai vu le film de Brian De Palma, donc c'est vraiment différent. Mais non, là je vraiment cherchais le roman, bon toujours dans mes questions de stylistique, poétique, de diégèse, donc la diégèse c'est l'histoire qui est racontée. Je pense vraiment pas qu'il n'y ait que les femmes pour avoir une écriture féministe ou qu'être une femme suffise à être féministe. Hein. Ça, une fois dit, on passe à autre chose, mais c'est quand même un rappel qui est important, puisque ce qui m'intéresse dans les écritures féministes, ce sont des écritures de l'engagement politique. Faut-il être pauvre pour être communiste? Ou socialiste? Voilà, la blague, je suis pas socialiste, je suis pas assez riche, honnêtement, elle m'a jamais fait rire. Même si je comprends le fond de sa critique. Donc Carrie, je sais pas, j'avais très envie de lire Carrie, que j'avais pas encore lu. J'ai lu beaucoup de Stephen King quand j'étais enfant, hein, vers 8, 9, 10 ans. Je suis passée de Werber à Stephen King, ils étaient à côté dans ma médiathèque. Et c'est l'époque où j'avais lu Misery, que je voudrais relire aussi. Alors en plus, moi je lisais des brochets, donc j'ai l'impression de lire vraiment des livres d'adultes. Oui, je lisais des livres d'adultes quand même. J'ai eu peur, hein, j'avais lu ça. Je crois vraiment que j'ai lu les 2 tomes, j'ai vraiment eu peur de ça. En même temps, à 9 ans, enfin, je lisais ça en CM1, CM2, peut-être en 6ème, mais je suis même pas sûre parce qu'en fait, j'ai pu passer au rayon adulte. Les Stephen King, ils étaient plutôt rangés au niveau des ados. Et à un moment, je suis passée dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on classe en littérature adulte. C'était un rapport moins heureux à la lecture d'ailleurs, hein, de passer des contes, puis, je sais pas, de Bernard Werber, des fourmis, à Stephen King, tout ça, c'était quand même assez heureux, même quand il s'agissait d'horreur. À la SF, hein, c'est l'époque aussi où je lisais Asimov. C'était mon rayon préféré. Et, et j'étais un peu paumée chez les adultes, honnêtement. Voilà, j'ai été un peu paumée. Après, les repères ont fini par revenir, mais bon, voilà, et dans les rayons adultes, on m'y a fait passer avec 2 ans d'avance, parce que, effectivement, je commençais à avoir vraiment tout épluché, quoi. Mais c'est vrai que dans les rayonnages adultes, bon, non, mais même chez les ados, c'était un peu tôt de lire Stephen King à cet âge-là. C'était un peu tôt. Donc j'en ai gardé des peurs, hein. De toute façon, je suis quelqu'un d'assez peureux, mais qui vit avec ses peurs, en gros. Mais je suis assez peureuse, hein. Moi j'ai le vertige. Bon, là, tout à l'heure, on m'a fait grimper sur une chaise. J'étais réticente. Après, je peux grimper sur une chaise, à un moment, je pouvais pas. Voilà. Surtout si les chaises elles sont bancales, alors là. Mais c'est prudent aussi, hein. Après, on se fait des traumatismes crâniens, on va plus très bien. Enfin, faut rester prudent. Attention aux chaises bancales. Donc Carrie, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Carrie White. Je sais plus, c'est Carrietta White, dite Carrie.
qui est la fille de Margaret White, qui est elle-même une espèce de chrétienne fondamentaliste, mais qui est même plus dans les mouvements sectaires ou d'église, qui commence à être vraiment seule, et qui est en plus, notamment en raison de la bizarrerie de sa mère et de ce que sa mère lui impose, harcelée à l'école. Et donc collège, lycée. Alors je sais pas trop là la différence entre collège et lycée, il y a des moments où c'était pas très clair dans le roman. On est sur le système états-unien, je crois que ça se passe plutôt dans le Maine, mais c'est pas super précis. En tout cas dans la ville de Chamberlain. Je sais pas si ça existe ou pas, mais enfin on n'est pas sur une ville comme New York qui va être absolument emblématique et connue en tant que grande ville. On va être sur d'autres connotations, sur les petites villes, pas sur la banlieue ici, mais sur les petites villes. Et c'est aussi peut-être... je suis en train de me dire que, bon, je pense vraiment que le film de Palma est un flop par rapport au livre. Enfin, c'est pas une bonne adaptation, mais moi j'ai bien aimé le film quand même. Notamment parce que le film est très linéaire. Et dans les choses qui m'ont vraiment surprise et plu, le roman, il le joue avec l'ordre chronologique à de multiples reprises, je vais y revenir. Donc on découvre Carrie d'emblée. Bon, au niveau du style, c'est pas le style qui est intéressant. Mais il y a des trouvailles, on va dire, au niveau de la poétique. Ça débute par l'extrait d'un hebdomadaire sur une pluie de pierre qui, on comprend, est liée à Carrie dans son enfance, une pluie de pierre sur un toit. Et ça arrive très vite, on va très vite avoir une espèce d'extrait donc de ce qu'on appelle de l'ombre dissipée, exposé de certains faits vérifiés et des conclusions établies au sujet du cas de Carrietta White par David R. Congress, presse universitaire de Tulane, 1780, page 34, qui va parler donc de télékinésie pour Carrie White. Alors la télékinésie, on va se rappeler, c'est le fait de pouvoir bouger des objets à distance. Télévision, on voit de loin. Et surtout, c'est envoyé de loin, je sais pas moi, télégramme. Télé, ça veut dire loin. Donc sans contact direct. Par la force de l'esprit. Donc la télékinésie, elle est quand même posée d'emblée entre cette pluie de pierre et ce rapport. Et tout de suite après, on va tomber sur une scène qui est vraiment présentée comme fondatrice, celle des règles, des premières règles de Carrie White, malheureusement pour elle, en cours de sport, dans la douche du cours de sport, ce qui amène une scène vraiment archi-violente de ses camarades peu amènes, où elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et on comprend ensuite qu'on ne lui a jamais expliqué ce que signifie avoir ces règles, qui pense qu'elle va mourir, elle a déjà 16 ans, ce qui est un peu tardif, pour des menstruations c'est plutôt 12-14, mais ça peut arriver plus tôt. Et donc les autres ne comprennent pas qu'elle ne savait pas, et se moquent d'elle et lui jettent des tampons et des serviettes hygiéniques, et donc c'est vraiment une scène de harcèlement féminin sur une femme, dans des douches collectives, interrompues donc par une lampe qui claque, et surtout l'arrivée de la prof de sport. Et c'est comme ça qu'on va découvrir le personnage de Carrie White, par une scène de son enfance, mais qui n'est pas encore directement reliée à elle, ce truc de télékinésie, cette scène, et là on voit déjà en fait qu'il y a une forme de polyphonie dans le roman Carrie, qui à mon avis est super intéressante et qui pour le coup n'apparaît pas du tout dans le film de Brian De Palma, qui est assez linéaire, quoi. Qui est assez linéaire et qui rate quand même des subtilités, donc dans le harcèlement de Carrie ou ce genre de choses, ou dans les spécificités de la voix narrative de King. Bon, c'est dur à retranscrire, il se passe d'autres choses, mais bon, globalement, c'est un film qui monte, le film de Palma. Alors que cette polyphonie, avec des choix de documents assez divers, et notamment donc des articles de presse, des articles universitaires, des extraits de commission, donc d'une commission d'enquête autour de Carrie White, qui apparaît pas tout de suite, et des focus sur des moments différents de la vie de Carrie, mais aussi sur d'autres personnages, notamment féminins, et on a vraiment 2 autres personnages féminins qui sont importants, ça va amener quelque chose qui, au niveau du suspens, m'a paru super intéressant. Et au niveau du suspens et au niveau de l'empathie. Donc au niveau du suspens, ça fait que l'attente de l'Acmé n'est pas une attente qui va être un effet de suspens, c'est-à-dire d'ignorance, en se doutant qu'il va se passer quelque chose, puis d'Acmé avec la révélation de ce qui va se passer, à savoir, bon je pense que tout le monde l'a vu, boum, là cette fois on va vraiment spoiler, la scène de destruction dans le gymnase pendant le bal de promo de Carrie.
après qu'elle a reçu 2 seaux de sang de porc, elle et son cavalier, qui en plus meurt déjà. Et il me semble que dans le film de Palma, il y a une immédiateté, mais ça là peut-être que je me trompe parce que je l'ai vraiment vu qu'une fois il y a longtemps, entre ce harcèlement scolaire, cette scène d'humiliation, et la réaction de Carrie. Alors qu'il se passe des choses dans le roman, notamment avec du monologue intérieur, etc. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on comprend très vite, donc Carrie, et c'est là où on entre vraiment, alors ça s'appelle le fantastique aux États-Unis, moi je préfère parler de merveilleux, même si c'est du merveilleux horrifique, hein. Merveilleux, c'est-à-dire que cette télékinésie, alors on est quand même dans du fantastique, mais le vrai fantastique aurait un doute sur cette télékinésie. Alors comment j'expliquais ça à mes secondes? En fait, le fantastique, c'est un doute épistémologique. Et c'est une confrontation épistémologique entre une explication surnaturelle. En gros, dans le fantastique, survient un événement inattendu, pour le dire de façon très factuelle, que les personnages, au moins un personnage, va essayer d'expliquer, ou le narrateur, qui n'est pas forcément un mot et intradigétique, donc à l'intérieur de l'histoire, il ne s'agit pas forcément de son histoire, mais c'est quand même souvent le cas, de la manière la plus rationnelle possible, et il se trouve que souvent c'est l'explication la plus irrationnelle qui apparaît comme la plus probable. Et donc c'est pour ça que chez Edgar Allan Poe ou d'autres récits fantastiques de ce type, il faut peut-être que j'en parle un peu de ce genre de récits qui sont vraiment chouettes, on va vraiment avoir une espèce de lutte entre une explication rationnelle et une démarche rationnelle, voire scientifique, c'est ce qu'on a dans les nouvelles magnétiques de Poe, et cette explication irrationnelle qui va ici être par exemple la télékinésie de Carrie. Ici en fait c'est pas tellement la télékinésie de Carrie qui est questionnée, mais tout ce qu'il va y avoir autour et qui va l'expliquer, parce que c'est pas la télékinésie, alors il y a des études de la télékinésie, mais en fait elle va être ramenée à une hypothèse génomique, donc à un gène porté par Carrie. Et donc ça fait que le récit, par cette polyphonie, quand je dis polyphonie, on parle de voix, mais aussi cette hétérogénéité des documents, donc des passages vraiment de diégèse, des moments de diégèse qui sont donnés de façon indirecte par ces extraits, on va avoir une montée en tension, ce qui va créer le suspens, mais en même temps, on a quand même assez rapidement dans le roman, et avant que cela survienne, au niveau des passages, on va dire purement romanesques, purement diégétiques, qui vont suivre ce qui arrive à Carrie et aux autres personnages, en fait, c'est annoncé. Et en fait, ça amène un autre type de suspens, parce qu'on a un effet d'annonce qui est quand même assez explicite, mais sans tout avoir. Et finalement, le suspens, il est déplacé de ce qui est vraiment l'acmé horrifique, la scène de bal et la confrontation avec la mère de Carrie, Margaret White. Et ça va être déplacé à que va-t-il arriver à Carrie, elle-même. Et là où ça devient intéressant, me semble-t-il, c'est quand on considère que le personnage de Carrie, c'est quand même la protagoniste, donc le personnage principal. Et en fait, on la découvre par cette bizarrerie, ce pouvoir télékinésique, mais aussi par les mauvais traitements que lui inflige sa mère, et cela en raison de sa foi. Et une fois que l'on voit bien comme étant intériorisée par Carrie, qui va donc lutter contre sa mère, et d'une certaine manière qui a intériorisé aussi cette foi fondamentaliste chrétienne, même si sa mère est plutôt du côté d'un dieu vengeur, et elle, on le voit à la décoration de la chambre, va avoir plutôt des gravures, des chromos, comme on dit, plus apaisées. Jésus avec, je crois, des agneaux, quelque chose comme ça. Alors que la mère va vraiment avoir un très grand crucifix dans son salon. Donc on voit bien qu'elle n'a pas la même approche que la mère. Et ça, en fait, cette approche, elle va se renverser quand Carrie va devenir vengeresse. Mais cette dimension vengeresse de Carrie, elle est bel et bien horrifique. Mais elle se trouve aussi, j'allais dire nuancée, mais elle n'est pas nuancée. Elle est accompagnée, elle voit s'ajouter une dimension pathétique, avec un registre vraiment du pathos, parce qu'on a de l'empathie pour Carrie, par rapport au mauvais traitement qu'elle subit tout au long de son enfance et de son adolescence, et que l'on voit ensuite au présent, avant ce bal, où elle ne pense pas aller, elle est finalement invitée. Alors mauvais traitement
en famille, mauvais traitement à l'école, elle est interdite de bal, elle décide d'y aller quand même, et finalement il n'y a que ce pouvoir télékinésique qui lui donne un moyen de lutter contre sa mère. Et donc de gagner une forme d'émancipation, une forme d'autonomie, une vie propre, une vie qui lui soit propre, une vie à elle, alors que sa mère va constamment la ramener à ce qu'elle ne soit qu'une reproduction d'elle-même, et donc on peut dire de ses propres névroses, si on veut employer ce genre de vocabulaire, de ses propres croyances, de quelque chose donc qui va intérioriser aussi, et ça va être une autre part de cette vidéo, la misogynie incroyable et le rapport à la féminité hallucinant qu'il y a dans ce roman. Et donc on a de l'empathie pour Carrie, on a de l'empathie à énormément de moments, ce qui fait que ce qui peut apparaître comme une structure banale de Web and Revenge, alors il ne s'agit pas ici de web, donc de viol, mais de violence et de revanche. Voilà, on va voir un personnage qui encaisse, et boum, bascule, et une réponse disproportionnée. Et disproportionnée parce que Carrie a ce pouvoir. Donc ça peut amener aussi une forme de plaisir pervers, ambivalent, pour le lecteur et la lectrice, avec un plaisir donc alors même pas de la schadenfreude c'est le fait d'être content qu'il arrive des dommages à quelqu'un d'autre, mais dans un plaisir de sadique, en fait, par procuration. Dans le mal qu'inflige Carrie, et qui est comme légitimé, justifié par les mauvais traitements qu'elle subit avant. Évidemment, la disproportion et le fait que cette vengeance soit quand même pour une bonne part aveugle peut questionner. Alors ce plaisir sadique, il est très ambivalent, et il est d'autant plus ambivalent que finalement Carrie apparaît un peu comme le bouc émissaire, dans le sens de René Girard, de l'ensemble d'une ville, non pas parce que l'ensemble de la ville se moque d'elle, mais parce que toute la ville sait quand même que sa mère a un rapport très très particulier à la foi, et personne ne vient en aide à Carrie. Et l'isolement volontaire de la mère devient une réclusion pour Carrie. Et est redoublé par les mauvais traitements qu'elle subit à l'école, et il est bien précisé, un peu des garçons, beaucoup des filles. Ça, on va y revenir. Donc il y a quelque chose, alors elle ne va pas porter les péchés de toute la ville, mais elle est une espèce de victime sacrificielle, à laquelle personne ne prend garde, et donc la commission White, donc qui est consacrée à son cas, renforce l'ambivalence du plaisir sadique du lecteur, de la lectrice, en voyant l'œuvre de destruction monumentale de Carrie à la fin du livre, parce qu'elle va passer d'une émancipation à une vengeance finalement sur les coupables. Et la question de la culpabilité, elle est questionnée, parce qu'en fait, ils sont coupables d'avoir ri, mais cette scène de rire, elle est d'abord racontée par un personnage plutôt empathique et qui parle d'un rire nerveux, et pas d'un rire sadique, au moment de cette scène, et de choses vraiment incroyables, et d'ailleurs avec des connotations racistes, qui là, je vais avoir du mal à aller les creuser pour les analyser, mais il y a je pense que ça renforce la dimension de Carrie en bouc émissaire, mais je vais avoir du mal à le creuser précisément. Mais avec des stéréotypes racistes qui vont être accolés à Carrie qui s'appelle White et qui est blanche. Donc, mais je pense qu'il y a une construction de Carrie en victime qui passe par le fait que ce personnage, je crois que c'est Lena à ce moment-là, rapproche ce qui a provoqué son propre rire des scènes de minstrel, c'est-à-dire en fait on est sur les spectacles de l'époque des lois Jim Crow, dans les années 20, et donc des spectacles avec des blackface, donc des blancs qui jouent des noirs pour se moquer de noirs en les caricaturant. Donc ça c'est très présent aux États-Unis, on en a aussi en France. Voilà. Mais ils ont des contextes différents, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins racistes, ça veut dire qu'ils sont racistes différemment. Bon, voilà, là il y a une dimension, mais qui n'est pas primordiale, c'est pas au premier plan, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va aussi parler donc d'un imaginaire peut-être de domination, en fait un peu global, qui fait que personne
finalement ne soutient Carrie, et Carrie voit ici vraiment une persécution volontaire, là où il y a, et collective, là où cette persécution n'est pas forcément volontaire, ni complètement collective. Et donc il y a un hiatus qui fait aussi du public et de l'ensemble de la ville, eh bien, peut-être pas une victime innocente, mais quelque chose qui n'est pas non plus une entité qui n'est pas complètement coupable, ou différemment coupable. La commission, elle va aussi chercher à éviter qu'un cas comme celui de Carrie White se reproduise, puisqu'il s'agit d'expliquer la télékinésie par l'anomalie génétique, et donc de repérer d'autres anomalies. On a une fin ouverte qui finit sur une nièce de Carrie, avec une scène racontée par une lettre où cette petite nièce, toute petite, hein, tout bébé, je sais plus quel âge elle a, je crois 18 mois, est vue à la fin du livre comme par sa mère, avec un biberon volant au-dessus d'elle, jouant avec les billes de son frère et sans toucher les billes, et s'en amusant beaucoup, et ça rappelle la propre grand-mère de Carrie, c'est-à-dire la mère de Margaret White. Donc on voit bien que ce pouvoir il se transmet, et ça va poser aussi la question de, voilà, enfin finalement, si on peut éviter d'avoir des gens qui ont un tel pouvoir de destruction, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, ce sont vraiment des questions qui sont posées. Alors, avec une seule réponse qui est donnée par cette commission et présentée elle-même comme complexe, est-ce que si on repère des gamins qui sont susceptibles de télékinésie, on va les enfermer toute leur vie, en sachant que c'est même matériellement plutôt impossible, puisqu'ils sont doués de télékinésie à grande puissance, mais sans se demander comment éviter qu'ils souffrent pour arriver à ces dommages. Donc la commission, elle ne prend en compte finalement que le volet répressif de la prévention. Un peu comme quand Sarkozy voulait repérer les gamins dès la maternelle. Mais pas du tout comment éviter que ces gamins aient besoin de transmettre une telle violence, et donc en ayant subi. Et ça, c'est pas du tout tellement pris en compte par cette commission. Et c'est intéressant, parce que ça montre bien des manques. Donc personne vient en aide à Carrie ou rapidement, et quand on finit par lui venir en aide, notamment la prof de sport qui est peu amène pendant la scène des règles dans la douche, à la scène de bal, va essayer d'être une aide, mais Carrie ne peut plus la voir comme une aide, parce que quelque chose s'est déjà passé. Donc il y a quelque chose sur qu'est-ce qui fait une super coupable. Est-ce que c'est d'avoir été victime? À quel point on peut éviter d'être victime? Qu'est-ce qui va fonder? Voilà, c'est bien sûr Carrie qui est responsable de cette destruction. Dans quelle mesure elle en est coupable, étant donné ce qu'elle a vécu, et que les autres n'ont pas empêché, voire ont provoqué. Donc quelles sont les racines du mal, d'une certaine façon? Et je vais en profiter pour rebondir sur notre question qui va être celle de la féminité, qui est une question centrale dans Carrie, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai lu. Bon, je suis pas sûre qu'à ce niveau-là, le livre soit d'une immense profondeur, mais il y a bien des choses à dire, parce qu'on a quand même essentiellement des personnages féminins au premier plan. Donc Sue Ellen, Chris, Carrie, Margaret White, Dujardin, j'ai oublié son prénom, la prof de sport, et puis après quelques autres personnages, mais globalement, tout ce qui va être de l'ordre des monologues intérieurs, on a beaucoup de monologues intérieurs de Carrie, ce qui va aussi augmenter l'empathie pour elle, mais comme on en a également d'autres personnages, bien, on va avoir une ambivalence morale pour poser un jugement définitif sur Carrie, les autres personnages, etc. Et ça, cette ambivalence morale, elle est très intéressante. Et là, parce qu'elle donne l'impression que l'horreur, eh bien, elle est bien quotidienne, et elle peut amener à des dimensions absolument, j'allais dire cosmiques, mais elle peut amener une réponse absolument disproportionnée, mais parce que l'horreur de base, n'étant pas vue, n'étant pas entendue, su, discutée, ne peut finalement pas donner autre chose que l'horreur de la souffrance. Et donc c'est comme si le roman mettait en scène cette horreur de la souffrance par l'horreur que va répandre Carrie autour d'elle. Alors c'est un roman qui met essentiellement qui met essentiellement en scène des femmes, et des femmes très différentes. Et ça c'est intéressant parce que ça sort quand même un peu des stéréotypes. Et alors Carrie devient quand même, est quand même une espèce d'héroïne, donc non pas de Rape and Revenge mais d'autres choses. Et donc pas de Rape parce que notamment
elle est surtout victime d'autres femmes. Parce que son père est mort, elle a été élevée seule par sa femme, donc on comprend que sa mère a été victime de son père, mais aussi d'une vision de la féminité extrêmement étroite et négative, qui est celle d'un fondamentalisme chrétien, c'est-à-dire d'Ève, de la vision d'Ève, mais fois 100, ou complètement prise littéralement, et notamment par exemple la venue des menstruations montre que Carrie va devenir, en étant une femme absolument, va aller du côté de cette négativité, mais aussi on peut noter comment la mère de Carrie parle des seins comme des, en un mot, sales bosses. Je ne sais pas quel est le mot anglais. Donc tous les attributs de la féminité sont absolument négatifs, la sexualité évidemment, mais cette sexualité, elle n'est pas renvoyée à une culpabilité des hommes, mais renvoyée à une misogynie intériorisée extrêmement forte de la part de la mère, et que va reproduire et contre laquelle va lutter Carrie. Ce qui fait que, ce qui explique pourquoi elle n'a rien su de ses menstruations, des règles, et qu'elle pense d'abord qu'elle va mourir, mais qu'en plus, cette annonce de ces règles à la maison, eh bien, va amener une nouvelle scène de violence. Et donc, elle est coupable de ce qu'elle ne peut pas changer. C'est-à-dire être dans un corps de femme, avoir un corps de femme, vivre dans un corps de femme, avec des symptômes afférents. Un corps de femme 6. Et c'est justement parce qu'elle est une femme sans finalement le savoir, une femme cis sans le savoir, mais la question de la transidentité apparaît pas du tout dans le roman, ou alors je ne l'ai pas vu, qui suscite cette réaction extrêmement sadique de ses camarades, collègues, qui sont peu collégiales et peu camarades, mais de véritables tortionnaires en fait. Alors, là, Carrie ne peut pas grandir dans une féminité qui devrait pourtant être a priori, selon les normes, la sienne, mais elle va s'approprier cette féminité bien, une fois qu'elle est invitée au bal, donc d'abord en s'opposant à sa mère, ce qui est une étape qui l'amène vers un âge plus adulte, plus autonome, mais ensuite en préparant elle-même et en cousant sa robe, et une robe rouge qui va rappeler le sang et qui va avoir une répétition dans le sang de porc, hein, qui sera du sang de truie en fait, qui va lui être déversé sur la tête et sur toute elle-même, et soit dans une répétition de la scène des menstruations, qui n'est pas forcément complètement liée à elle, mais qui l'est un peu. Voilà, ça c'est pas absolument sûr, avec un espoir que ça lui tombe dessus, mais surtout, c'est quelque chose de l'ordre d'une farce qui devient une farce absolument macabre. D'abord parce que ça va tuer son cavalier de balle, puisqu'en fait il se prend le seau dans la tête, et ça le tue. Et donc il n'est pas tué par Carrie. Il est tué par la mauvaise blague. Donc on voit comment la mauvaise blague, avant même la réaction de Carrie, était une blague, dangereuse. Et d'ailleurs, faites pas ça, hein, renversez pas des sauts sur les gens, là, comme ça, en se disant, avec un coup de corde, c'est bon, ça va tomber. Hein. Faut pas faire ce genre de truc, c'est super dangereux. Puis c'est pas gentil, quoi, c'est bien d'être gentil. Ah, et donc la féminité, elle va être incarnée par différents personnages, joués par des femmes comme Margaret White, ou souvent des jeunes filles ou jeunes femmes. Donc Chris, qui est une des tortionnaires, et une qui va diriger les sévices subis par Carrie, ou par Sue Ellen. Alors un petit mot sur Chris rapide, donc elle est belle, populaire, riche, et elle risque, et elle est exclue du bal en raison de la scène des menstruations, mais donc elle en veut à Carrie, mais elle en veut aussi à l'ensemble du lycée, et donc elle veut gâcher le bal. Et si possible, que Carrie soit élue reine du bal, justement pour que cette mauvaise blague tombe.
Donc le personnage de Chris, elle va sortir avec un mauvais garçon qui s'appelle Bill ou Billy, ça je sais plus. Bon, qui est vraiment un voyou absolu. Et ils trouvent l'un et l'autre un plaisir qui est même donc qui est sadique, mais qui est même sexuel, qui va avoir une tension érotique dans la préparation de ce mauvais coup, et en se disant qu'ils seront probablement voilà, enfin, qu'ils seront probablement éloignés l'un de l'autre peu après cette aventure, quoi, cette mauvaise blague. Et Chris, elle va incarner donc une féminité qui n'est pas présentée comme une féminité directement opprimée, mais qui dans les faits va être une féminité quand même assez cloisonnée dans son rôle social de belle fille populaire du lycée et de fille à papa, et qui va obtenir ce qu'elle veut des garçons, ou utiliser son corps comme une récompense pour être trimballée en voiture, pour qu'on lui paie des glaces, ou ce genre de choses. Donc il est dans un rapport, pas directement de prostitution, ni dans un échange économico-sexuel, parce qu'il n'y a pas de finance dans cette affaire, mais dans les faits, il y a bien échange. Et bon, ben ça augmente, ça peut d'une part augmenter le cynisme du personnage, mais moi je vois aussi cette jeune fille, parce qu'en fait elle est très jeune, hein, elle a 16 ans elle aussi, comme prise dans des rôles sociaux dont elle ne peut pas sortir et dans lesquels elle n'éprouve pas de plaisir. Elle n'y trouve pas son compte et elle va avoir une marge de manœuvre assez, étroite en fait, dans ces différents rôles sociaux rattachés à des stéréotypes de féminité. Ce qui ne veut pas dire que j'excuse le personnage de Chris, hein, c'est vraiment une fille qui est détestable. C'est vraiment la garce populaire des films américains. Mais elle a une intériorité qui la complexifie. Sue, de son côté, je crois que c'est Sue Ellen, mais là je pense que je dis des bêtises. Elle va gagner en profondeur au fur et à mesure du roman. D'abord, donc c'est Billy, Chris. Où est-ce qu'elle est ? Sue. Elle va gagner en profondeur et en importance au fur et à mesure du roman. D'abord, elle est une parmi le groupe et elle va suivre. Elle n'est pas la pire tortionnaire de Carrie, mais il va naître une culpabilité. Et elle en parle avec son petit ami qui est aussi beau, populaire, etc., Tom Ross, et qui fait montre d'une profondeur assez étonnante, qui va un peu casser le stéréotype du beau garçon populaire sportif du lycée, et qui dit tout ça n'a aucune importance, la vraie vie elle va venir après, et le fait d'être le couple, le ci, le machin, etc., parfait, n'a aucune importance. Et donc Sue, au départ, c'est un personnage qui va suivre le groupe, suivre les stéréotypes et s'en détacher progressivement. D'abord parce qu'elle va ressentir une culpabilité qu'elle expose à Tom Ross, puis lui demander d'être le cavalier de Carrie pour ce bal, et donc renoncer elle-même au bal de promo, qu'elle va pourtant décorer, donc ça va montrer une part d'altruisme qui est elle-même ambivalente, puisque elle se dit qu'il ne faut pas qu'elle creuse trop loin pour savoir quel égoïsme il y a derrière cette charité qu'elle est en train de faire, parce qu'elle se doute que même derrière la charité, tout n'est pas de l'altruisme. Et elle va donc montrer un retournement, et ensuite gagner d'autant plus en importance que au moment donc, du début des catastrophes, elle s'alerte, et c'est finalement elle qui va s'approcher de Carrie et de Carrie mourante, par une espèce de télépathie, donc ça qui va atteindre d'autres gens dans la ville, hein, et avoir accès à l'intériorité de Carrie, pendant que Carrie aura accès à son intériorité, il pourra se rendre compte en mourant, et c'est très triste, en appelant sa mère. C'est vraiment une scène déchirante. Donc par un jeu de double monologue, alors pas exactement des monologues intérieurs techniquement, mais d'échanges d'intériorité et d'exploration d'intériorité, Carrie peut se rendre compte aussi qu'il n'y avait pas, au moins chez Sue, le plan machiavélique et la malveillance qu'elle a cru voir. Et cette ambivalence, elle est aussi laissée ainsi irrésolue. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et Sue, elle va vraiment gagner en importance et faire partie des derniers personnages questionnés, interrogés par la commission d'enquête, en raison de son importance, pour avoir vu la mort de Carrie, avoir su où elle était, et pour cette connexion télépathique. Cette télépathie, elle atteint d'autres personnages. Alors, elle n'est pas présente avant ce moment, on va dire, d'énergie psychique absolument foudroyant de Carrie,
Mais il y a une forme d'évidence où les gens, tout le monde sait, même sans la connaître, que c'est Carrie White, son nom comme ça qui apparaît, parce qu'il y a quelque chose d'elle-même qui va se projeter dans les autres et participer de l'horreur et des questionnements qu'il peut y avoir sur l'ensemble de ce déchaînement de violence qui n'est pas qui ne devrait pas être compris, mais qui est finalement compris assez vite. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas dans du fantastique qui va porter sur l'existence ou non de ce pouvoir, où il n'est pas tellement discuté, et il est de plus en plus évident, puisqu'il devient même étudié en tant que tel, et on va en chercher l'origine. Il n'y a pas une question sur est-ce que Carrie le faisait vraiment. Carrie le fait vraiment. Et elle va s'entraîner, etc. Cette télékinésie, on voit vraiment un apprentissage qui va être fondé sur l'utilisation de ce pouvoir, mais l'apprentissage d'une jeune fille seule, malheureuse et malmenée. Et finalement, c'est un peu, par cette télépathie qui ne dit pas son nom, on peut y voir la traduction, si c'est un peu dit quand même, la traduction, on va dire, fantastique, merveilleuse, pas dans le sens c'est positif, mais dans le sens c'est quelque chose qui est irréaliste, qui appartient pas à la réalité, qui est surnaturelle, d'une culpabilité collective, puisqu'on sait qui finalement a raison, ou a une raison, plus exactement, de déchaîner cette violence. Et cette personne, c'est donc Carrie White. Et donc en fait, c'est vraiment, il me semble, un roman qui parle beaucoup de la culpabilité. Alors là, j'ai lu quelques petits articles rapides, Sens Critique, tout ça. C'est vraiment le personnage de Sue Ellen qui va avoir, elle, non seulement une profondeur et une complexité et une importance croissante dans le roman, mais qui en plus va montrer, là pour le coup, une véritable émancipation. Carrie ne s'émancipe pas puisqu'elle s'autodétruit. Et donc finalement, il y a comme une forme de condamnation par l'absurde de ce Rape and Revenge, puisque Carrie ne peut pas y survivre. Cette destruction est aussi une destruction d'elle-même et de tout ce qui aurait pu la fonder, et elle meurt en appelant sa mère qu'elle a elle-même tuée. Donc ça le fait pas. Mais parce qu'en fait, tout ce qui était autour d'elle était dysfonctionnel. Parce que Sue, elle a réussi à trouver autre chose, une autre sortie, et notamment une sortie du collectif, on va dire, harceleur, pour aller vers du collectif, vers une vraie pensée collective, altruiste. Elle peut avoir une émancipation, ce qui ne la rend pas intégralement sympathique non plus. Et ça aussi, c'est intéressant. Et avec là une connexion autour du sang menstruel, etc. Bon, c'est des symboles que j'adore pas. Hein. Voilà, le rattachement des femmes aux menstruations. Mais qui permet de mettre en avant quand même des personnages de femmes, beaucoup de femmes cis blanches, mais au premier plan. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors la question, c'est de savoir s'il s'agit d'un roman féministe. Bon, moi en fait, maintenant, en ce moment, la question que je me pose, c'est il y a des romans qui sont purement des romans féministes, mais Carrie, moi, je le mettrais pas là-dedans. Alors, il appartient pas à la trilogie féministe de Stephen King que j'ai pas lu. Enfin, si, j'avais lu Jessie, pareil, quand j'étais en primaire, donc là, c'était vraiment tôt. Et je l'avais lu en entier, je me souviens que j'ai trouvé ça un peu long. Mais là, primaire ou sixième. Je sais même plus ce que je lisais en cinquième. Et c'était tôt. Hein. Peut-être que c'était sixième, cinquième, après tout. Mais il y avait... bon, pourquoi pas. Moi, de toute façon, tout ce qui va récupérer de façon si frontale les stéréotypes essentialistes d'une féminité, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon, en fait, la positivité ou la négativité des stéréotypes ne compte pas, finalement. Parce que ça restera essentialiste. Il y a un essentialisme qui va revendiquer un matriarcat, par exemple, qui, moi, me pose énormément de problèmes. Et le séparatisme n'est pas le matriarcat, mais là, je rentre pas là-dedans aujourd'hui. En tout cas, ça va... Ça, c'est des choses que je ne peux pas considérer comme féministes. Proprement féministes. Mais on peut les lire en féministe. Et notamment en faisant attention à ce personnage de Sue, à cette voix impossible pour le Rape and Revenge. C'est subtil, hein.
C'est vraiment subtil ça. Et là, je sais plus du tout ce qu'a fait Brian De Palma hein, pour tout ça. Mais avec une émancipation qui a ce symbole menstruel à un moment, mais qui va vraiment être acté aussi par les réponses, les limites posées par Sue au moment de la commission, qui imposent un respect d'elle-même. Et comme des limites, ce que n'a jamais su faire Carrie. Non pas qu'il faille en blâmer Carrie, mais qui finalement montre aussi que même dans la réparation, qu'essaie d'établir la commission, et on sent bien que ça n'a pas trop marché, un personnage est réparé, donc il y a une petite mention sur le fait qu'elle se remet assez rapidement du deuil de Tom. Elle en est triste, mais c'est pas le chagrin que ça devrait être, mais parce qu'en fait, elle était déjà dans un processus de réparation. Et cette réparation, elle devient une construction, et une construction qui passe d'abord par l'établissement de ses propres limites, c'est-à-dire du respect de sa propre intégrité, parce qu'elle peut le faire, et Carrie ne pouvait pas le faire. Il y a quelque chose de disproportionné dans tout ce que fait Carrie, et dans tout ce que subit Carrie, mais qui va rendre des choses possibles. Et là, peut-être qu'on peut le lire en féministe. Et c'est là où ça m'a paru vraiment intéressant comme bouquin. Et je vous dis à bientôt.